Il y a quelque chose dans les rues. Quelque chose dans l'ombre, dans la nuit, qui tue. Tu vois un flic faire ça, toi? Pourquoi pas? Si j'ai bien compris, vous êtes persuadé que c'est un officier de police qui a fait ça. Il va continuer. Il aime tuer. Il frappe sans raison. Il est ici! Sans pitié. Et il tue qui? C'est un flic. Le danger se cache derrière chaque insigne. Chaque uniforme. C'est ma vie privée. Depuis quand est-ce que ça vous regarde? Depuis que votre femme a été retrouvée morte dans un hôtel. Quand un flic se met à tuer, personne n'est à l'abri. J'ai dit au gosse que s'il voyait un flic, fallait qu'il change de trottoir. Il vous trouvera où que vous soyez. Alors il brigade des mœurs. Il s'en prendra à vous, qui que vous soyez. Faites attention! Rien ne peut l'arrêter. Pas même les balles. C'est un déséquilibré que vous devez affronter ou mourir. Vous pouvez le combattre ou vous taire pour toujours. Bruce Campbell dans Maniac Cop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Aujourd'hui, le saut de l'ange, le plongeon total dans la série B, tout dans le film qu'on va évoquer aujourd'hui, tout devant la caméra, derrière la caméra, à la réalisation, au casting, au scénario, au décor, au concept, tout pue le cinéma d'exploitation et la pellicule crasseuse que certaines personnes de l'équipe adorent. Oui. C'est un film pas super bien accueilli à l'époque, surtout au box-office, mais qui au fil des années est devenu culte et il s'est vite trouvé des fans, dont un certain Quentin Tarantino, qui cite souvent le film comme étant un de ses films d'horreur préférés. Ce film, c'est Maniac Cop, sorti en 88 et réalisé par William Lustig, un réalisateur qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'évoquer dans le Jumpscare, mais sur lequel on va revenir juste après, car vous allez voir que, même si son nom ne vous évoque peut-être rien pour les auditeurs les plus néophytes qui nous écoutent, c'est un cinéaste assez important dans l'histoire du cinéma d'exploitation et du cinéma horrifique américain, et il mérite totalement qu'on s'attarde sur sa carrière. Maniac Cop se déroule à New York, où, la nuit tombée, un policier en uniforme terrorise tout le monde en commettant des meurtres tous plus horribles les uns que les autres. La population sombre par conséquent dans la paranoïa, ne sachant plus si elle peut faire confiance aux forces de l'ordre. C'est à un trio de flics de choc d'enquêter sur l'affaire et d'arrêter le massacre avant qu'il n'y ait trop de victimes. Et Dieu sait qu'il y en aura des victimes, puisque Maniac Cop a donné naissance à une trilogie où le Maniac Cop en question reviendra sans cesse terroriser New York sous une forme de plus en plus surnaturelle et décomposée. Avant d'aller plus loin, petit point sur qui est devant la caméra dans Maniac Cop, c'est très important. Le premier flic du trio des flics de choc est interprété par une légende de la série B qu'on a déjà vu dans Jumpscare, Tom Atkins, visage très connu du genre vu qu'il n'est autre que l'acteur principal d'Halloween 3, film sur lequel on a déjà fait un épisode il y a 1 an et demi et qu'on vous incite à aller réécouter pour les retardataires, et d'une multitude de second rôles de films d'horreur des années 80 comme Extra Sensu ou encore The Fog de John Carpenter. Il a ses fans chez nous, notamment Lily, qui attend toujours la demande en mariage de l'intéressé depuis des années maintenant. Oh, il a pas besoin de m'épouser, hein. Vu ce que t'avais dit à l'époque sur Halloween 3. Le deuxième flic de choc du trio, Jack Forrest, est interprété lui aussi par une légende de la série B du genre horrifique, c'est Bruce Campbell. Et un crush de Lily aussi. Il a pas besoin de m'épouser non plus. Lui aussi, potentiel mari de Lily. Vous commencez à comprendre qui a choisi le film ce soir. La troisième flic de choc du trio est un visage un peu moins célèbre, mais loin d'être inintéressant puisque c'est Lauren Landon, habituée des séries B,
plutôt Z aussi, de Fred Olen Ray et autres David Decotto. C'est aussi une régulière des films de Larry Cohen, un des rois de la série B qu'on a évoqué dans notre épisode sur Épouvante sur New York, qui a d'ailleurs scénarisé le film qui nous intéresse aujourd'hui. Le Maniac Cop est interprété quant à lui par Robert Zdar, acteur au physique assez impressionnant puisqu'il est super grand mais il est aussi atteint de chérubisme, maladie génétique qui déforme la mâchoire et qui dans son cas lui a agrandi et même fait gonfler le bas du visage. Grâce à son physique, il a eu une grande carrière dans le cinéma d'exploitation, mais vous l'avez peut-être aussi vu dans Tango et Cash, il est pas vraiment dur à repérer. Bref, c'est donc un mini Expendables de la série B face caméra, et c'est presque pire derrière la caméra, puisqu'on parle ici d'un film scénarisé par Larry Cohen et réalisé par William Lustig. Et William Lustig, on va vous en parler en long et en large dans quelques minutes. Mais avant ça, aujourd'hui, nous sommes en présence de Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Brighton Beach. Salut. Amélie, programmatrice au Festival de Cinéma On vous ment. Bonsoir, les mains en l'air, reculez. Attention, tout va bien se passer. Ceci est une intervention. Merci pour ce moment hors du temps. Lily, rédactrice sur le blog du cinéma. Bonsoir et bienvenue dans le Liliverse. Oh, c'est pire en pire. Le dire de l'épisode. Et moi-même, votre hôte Romain du Bistrot de l'Horreur sur Filmo. Dario n'est pas avec nous ce soir, mais il nous a laissé un fabuleux message audio pour la fin de l'épisode, parce qu'il a bien sûr adoré le film et il tenait à nous le faire savoir. Il s'est perdu dans le Liliverse. Depuis, il est dans sa cave, Lily. Il ne trouve pas la sortie. À l'heure où on vous parle, il se fait opérer des dents de sagesse, donc soyez gentils avec lui, envoyez-lui de l'amour. Il mérite un petit peu, malgré ses goûts. Mais voilà. Alors, William Lustig, c'est un cinéaste qu'on ne cite plus beaucoup de nos jours car il a arrêté de réaliser des films. Il fait plus de la production exécutive ou de la distribution de films d'exploitation en Blu-ray sous le label Blue Underground, mais pour beaucoup de cinéphiles, c'est un cinéaste qui a marqué les années 80. Parmi ces cinéphiles, Mathieu. Mathieu, qui c'est William Lustig ? Alors, gros dossier, hein, William Lustig, parce que ça fait un moment qu'on voulait en parler dans le Jumpscare. Évidemment, quand on parle de Lustig, le premier film qui vient en tête, c'est Maniac, son classique absolu, enfin peut-être son meilleur film, on va être clair. Classique du film de Psycho Killer qui date de 1980. Mais en fait, le reste de sa filmo est aussi intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que William Lustig, donc c'est quelqu'un qui vient de fêter ses 70 ans le mois dernier. C'est quelqu'un qui est né dans le Bronx et petit trivia, en fait, c'est le neveu d'un boxeur très célèbre qui était Jack LaMotta. Jack LaMotta, c'est le personnage qu'interprète De Niro dans Raging Bull. Voilà, donc ça ne sert à rien, mais bon, ça vaut le coup de l'apprendre. C'est quelqu'un qui, quand il était enfant et adolescent, a beaucoup fréquenté les salles de cinéma et a été marqué notamment par à la fois le nouvel Hollywood, des films comme French Connection, comme La Horde Sauvage, et aussi du cinéma un petit peu plus bis d'exploitation, qu'il allait voir notamment dans la fameuse 42e rue à New York, celle où en fait il y avait tous ces espèces de vieux cinémas de quartier malfamés, enfin ce qu'on appelait les grindhouse, qui diffusaient en fait en continu des films d'exploitation, et c'est notamment là qu'il va découvrir en fait tout ce qui était cinéma bis italien, donc tous les westerns, tous les films policiers de l'époque, et ça va déteindre pas mal sur lui. Un de ses premiers jobs en matière de cinéma, c'est assistant monteur pour Un justicier dans la ville, donc le fameux Vigilante de 74 de Michael Winner avec Charles Bronson. Il n'a pas forcément son mot à dire sur la manière dont le film est monté. Lui, en fait, il est juste là pour synchroniser l'image et le son. Donc voilà, c'est juste un exécutant. Mais ça va lui mettre un petit peu le pied à l'étrier, tant et si bien que dans les années qui vont suivre, il va réaliser ses deux premiers films qui sont en réalité deux films porno. Donc Hot Honey en 77 et The Violation of Claudia, je crois l'année suivante. Et en parallèle, il va bosser en fait comme chauffeur de taxi et il va signer en fait ces deux films d'un pseudonyme, Billy Bag. Et en fait, ça c'est en rapport avec une phrase qu'il disait souvent quand il était chauffeur de taxi, c'était put the money in the bag, parce qu'il refusait en fait que les clients lui donnent de l'argent de main à main, quoi. Donc voilà, ça c'est ses deux premiers films. Ensuite, en 1980, il fait Maniac, qui va être une espèce de déflagration dans le monde du cinéma d'horreur, parce que vraiment il y a un avant et un après. Le film, je crois encore aujourd'hui, est classé comme étant un slasher sur Wikipédia, ce qui était une erreur monumentale, parce que ce n'est pas du tout un slasher, c'est un psycho killer. Dans les slashers, c'est les victimes ou les potentielles victimes qui sont les personnages principaux, le tueur étant le personnage secondaire. Dans le film de Psycho Killer, c'est l'inverse. C'est le tueur qui est le personnage principal et les victimes qui sont des personnages secondaires. Or là, c'est bien de le rappeler, c'est en 6. Ouais. Or là, je vois à qui se dirige la crotte de nez.
Je valide. Dans Maniac, en fait, ce qui a beaucoup marqué les gens à l'époque, c'est notamment l'acteur principal, Joe Spinell, qui va devenir une figure extrêmement célèbre du cinéma d'horreur suite à ce rôle, même si on avait pu le voir dans pas mal d'autres films avant en tant que second ou des fois même troisième rôle. On pouvait le voir dans Le Parrain, dans Le Parrain 2, dans Rocky, pas mal de films du nouvel Hollywood. Le film va avoir une grande importance en matière de cinéma d'horreur, quoi. Il va un petit peu paver la voie à tout ce qui va arriver après, enfin tous les films de psycho killer des années 80, notamment Henry, Portrait of a Serial Killer, peut-être même Schizophrénia aussi. Et voilà, c'est un film qui va avoir une importance capitale, qui va aussi pas mal effrayer des associations de protection, de machin, voilà, ça a pas mal râlé à l'époque, notamment par rapport à son affiche, qui pendant très longtemps a été, si je dis pas de bêtises, une des rares affiches à avoir été censurée sur IMDb, parce qu'elle montre grosso modo en fait le bas du corps d'un homme qui d'une main tient un couteau et avec son autre main tient un scalp. C'est pas tant ça qui a posé problème que l'érection qu'on voyait à travers le jean du gars. Donc voilà, ça aussi beaucoup fait couler d'encre en fait à l'époque. Mais voilà, ce film va lancer la carrière de William Lustig. C'est un film dont les effets spéciaux ont été réalisés par Tom Savini, donc il s'en est donné vraiment à cœur joie en matière de gore, de trucs absolument dégueulasses. Il a notamment un petit rôle dans le film où il explose lui-même sa propre tête à coup de fusil à pompe. C'est un film qui a pendant très, très longtemps eu la réputation de film qu'on ne pouvait pas regarder seul. C'est un film qui a beaucoup été loué dans les vidéoclubs justement à cause de cette réputation de film absolument irregardable. Aujourd'hui, bon, 40 ans après, cette réputation elle est un petit peu, peut-être pas fausse, mais elle est... faut la remettre un petit peu dans le contexte, mais pour l'époque, encore une fois, c'est un film qui a fait extrêmement mal, quoi. Il continue sa carrière en 1983 avec un film qui s'appelle Vigilante, ou Vigilanti, qui, comme son nom l'indique, est un vigilante. Donc c'est pas étonnant étant donné que le mec a démarré sa carrière avec le job d'assistant monteur sur un justicier dans la ville. Là, on suit encore une fois des figures de la série B, donc en l'occurrence Robert Forster et Fred Williamson, dans une espèce de quête de vengeance au sein de ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire la ville de New York. Fred Williamson, c'est une grande figure de la blaxploitation. Robert Forster, c'est aussi une des grandes figures du cinéma de série B. Pour les personnes qui ne voient pas qui est Robert Forster, c'est l'amoureux de Jackie Brown dans le film de Tarantino, enfin, l'amoureux de Pam Grier. Il a aussi un petit rôle dans Twin Peaks saison 3, enfin bref, il a une assez longue carrière. Mais il n'a jamais vraiment eu de grands premiers rôles. Et je trouve qu'en fait, dans Vigilante, il s'en sort très bien. C'est un film qui est aussi marquant parce qu'il met très très bien en scène cette espèce de New York vraiment sale, crasseux, extrêmement dangereux qu'il y avait dans les années 80 et que William Lustig connaît encore une fois très bien parce que d'une part il est né à New York dans le Bronx et d'autre part il a été chauffeur de taxi, donc il connaît toutes les rues comme sa poche. C'est encore une fois un New York où ça va revenir assez souvent. Les flics sont totalement dépassés par ce qui se passe, par toute la criminalité qu'il peut y avoir dans la ville, et c'est de ce constat en fait que se crée cette espèce de milice d'autodéfense qui va en fait faire justice elle-même, et à travers ce film en fait il rend aussi hommage à tous les films de vigilante qu'il y avait dans les années 70 et début 80. En 88, il fait donc le film qui nous intéresse aujourd'hui, Maniac Cop, qui est à la base un scénario écrit par, tu l'as dit, Larry Cohen, donc aussi un grand spécialiste en fait de série B avec des espèces de films concept avec des pitchs assez dingues. Et là, le pitch, en fait, il tient du génie. C'est-à-dire que Larry Cohen est allé voir William Lustig pour lui dire est-ce que ça te dirait, en fait, de faire une suite à Maniac, qui est quand même un film culte, enfin, un film en tout cas qui est devenu culte très rapidement. Et William Lustig, en fait, avait pas forcément d'idée sur ce qu'il allait faire, ce qu'il allait pouvoir faire après. Et Larry Cohen lui a dit, mais en fait, il y a un truc qui serait marrant à faire, c'est de faire, au lieu de faire Maniac 2, ce serait de faire Maniac Cop. C'est-à-dire que le maniaque, ce serait pas une espèce de tueur en série complètement fou, qui fasse 1m90, bedonnant, adipeux, enfin, Joe Spinell, quoi. Ça serait en fait quelqu'un dont le métier fait que on serait rassuré en fait en sa présence, donc un flic, sauf que là il détourne complètement le truc et il fait de quelqu'un qui est censé nous protéger, nous rassurer, une menace potentielle et un tueur en série potentiel, quoi. Donc voilà, donc déjà de base en fait l'idée elle est absolument géniale. Au niveau de la musique, il reprend Jay Chataway qui avait fait une musique fabuleuse pour Vigilante. Si vous connaissez pas Vigilante, déjà je vous encourage à le voir, mais si surtout vous ne connaissez pas la musique de Vigilante, allez sur YouTube, tapez Vigilante Jay Chataway, Chataway, et je vous garantis que vous allez avoir ce truc-là en tête pendant des semaines et des semaines. Et bref, Maniac Cop, moi c'est un des
meilleur William Lustig, à mon sens. On sent, comme tu l'as dit tout à l'heure, Romain, que c'est une petite série B, que les moyens sont pas démentiels, mais il y a Bruce Campbell, il y a Richard Roundtree, qui est encore une fois une des figures de la blaxploitation. Il y a Robert Zdar avec sa mâchoire. Il y a une ambiance qui, encore une fois, fait très William Lustig, quoi, très New York poisseux, dégueulasse, où limite, en fait, tu peux te ramasser un coup de couteau à chaque coin de rue. Et moi, en fait, j'adore ça. C'est à travers ce film, en fait, je retrouve toute une espèce d'époque que je n'ai pas forcément connue. Parce que, enfin, j'habitais pas New York, mais que je pouvais en fait sentir à travers les jaquettes des vidéoclubs que j'ai pu voir en fait quand j'étais gamin, mais que je ne pouvais pas louer parce que j'avais pas l'âge. Et en fait, les films de William Lustig, Maniac Cop, Vigilante et tous ceux qui vont suivre, c'est des films que j'ai fantasmé pendant très longtemps. Même quand ça passait sur Canal+, en fait, j'avais pas le droit de les voir parce que la classification faisait que j'étais encore un petit peu trop jeune. Et en fait, j'ai mis très longtemps à enfin pouvoir mettre les mains dessus, et j'ai absolument pas été déçu parce que c'est des espèces d'idéal de série B des années 80, et c'est surtout une espèce de radiographie de ce qu'était New York à l'époque, dans les années 80, avant que Rudolph Giuliani en fait arrive, je crois, en 94, et fasse son espèce de grand nettoyage qui transforme complètement la ville et qui en font la ville un peu plus safe qu'elle est, qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Voilà. Après, pour aller très rapidement sur ce qu'il a fait après, en 1989, il fait un film qui s'appelle Hit List. Donc là encore, avec des figures de la série B, Leo Rossi qu'on croise dans à peu près tous les films de mafia de la Terre. Il y a Lance Henriksen, il y a Charles Napier. Alors Charles Napier aussi, c'est une légende de la série B. Ouais. Voilà, c'est toujours l'espèce de sergent, de militaire avec la mâchoire carrée qui hurle en fait dans les films où il y a ce genre de personnage. Exactement. C'est un des méchants dans les Blues Brothers. C'est le redneck fou furieux qui est dans Super Vixen de Ross Meyer. Enfin, le mec, c'est une légende aussi. Le film en fait est sympathique. C'est pas un des meilleurs Lustig. Il vaut surtout le coup, à mon sens, pour pour deux choses. Premièrement, une course-poursuite en bagnole assez dingue à la fin, et ça c'est une constante chez Lustig. Étant donné que le mec en fait est fan de French Connection, il se débrouille en fait à partir de Vigilante pour mettre systématiquement des courses-poursuites de bagnole à la fin de ses films, que ce soit dans Vigilante, Maniac Cop, Hit List, Relentless, Maniac Cop 2, Maniac Cop 3, voilà, il y a systématiquement des courses-poursuites de bagnole, et c'est très bien fait. C'est pas forcément un auteur majeur Lustig, mais par contre c'est un excellent technicien, qui même avec un très petit budget, un budget de série B, arrive à faire quelque chose qui est extrêmement carré. Et la deuxième raison qui fait que il faut voir, à mon sens, Hit List, c'est pour Lance Henriksen, qui joue là le rôle du méchant, et qui passe la moitié du film en fait à foutre des tartes ou des droites dans la gueule d'un gamin. Et ça aussi, c'est une constante chez Lustig, c'est des espèces de scènes choc très brèves qui arrivent en fait sans qu'on les devine, mais qui quand elles sont là en fait sont assez impactantes et font assez mal, quoi, et sont généralement des fois assez gratuites, quoi, parce que dans la course poursuite de fin, Lance Henriksen dans la voiture a comme otage un gamin, et en fait il y a des plans de coupe entre la course poursuite et Lance Henriksen en train de conduire, et à chaque fois qu'il y a un plan sur lui, on le voit en train de mettre des tartes ou de mettre des beignes en fait au gamin qui a rien demandé. Alors une fois, deux fois, au bout de la troisième, tu dis bon ok, ça c'est Lustig qui s'est fait plaisir. Après en fait il enchaîne avec un film qui s'appelle Relentless, pardon, et je crois Psycho Killer en français. Oui. On retrouve un petit peu le même, c'est toujours un petit peu le même casting. On retrouve encore une fois Leo Rossi. Je crois qu'il y a Robert Borgia aussi, qui est aussi un des grands méchants de la série télé américaine. C'est celui qui jouait Dick Laurent dans Lost Highway de David Lynch. Le film est un peu, ça commence un petit peu à être un peu moins intéressant, parce que déjà le film n'est pas à New York comme les trois premiers films de Lustig. Comme Hit List précédemment, en fait, il se déroule à Los Angeles, et on sent qu'en fait c'est pas forcément l'environnement idéal pour Lustig, dans le sens où son film, en fait, je trouve qu'il a pas énormément de personnalité, hormis encore une fois des têtes connues, Jay Chataway et la musique, et des petits moments très Lustig, et aussi une obsession en fait pour la couleur violette. À partir du moment où vous percutez que ce truc-là revient de film en film, au bout d'un moment vous ne verrez plus que ça. C'est pour moi en fait une bonne petite série B, mais on n'est pas au même niveau que Vigilante ou Maniac Cop, parce que j'ai l'impression qu'en fait, à l'instar de son personnage principal, Lustig se retrouve en fait un petit peu perdu à Los Angeles, dans une vie en fait qui n'est pas vraiment faite pour lui, et tout ce que raconte Relentless, donc Psycho Killer en français, c'est l'histoire d'un flic qui a des méthodes new-yorkaises, mais qui se retrouve confronté à ses collègues qui eux ont des méthodes très
la côte ouest américaine, quoi. Et en fait, ils vont passer une bonne moitié du film à s'engueuler. Et la fin du film, grosso modo, c'est bon, ok, c'était cool, mais est-ce qu'on retournerait pas à New York, en fait? Et c'est ce que va faire Lustig, en fait, pour tourner son film suivant, qui est Maniac Cop 2, qui, en gros, Maniac Cop puissance 10, c'est-à-dire que tous les potards sont poussés à fond. C'est une merveille absolue de série B. Le film n'arrête à aucun moment. Encore une fois, on retrouve, en fait, les mêmes, les habituels, en fait, de William Lustig. Il y a Robert Davi, en fait, qui vient se rajouter par-dessus. Il y a des courses-poursuites de fous furieux, il y a la couleur violette, il y a Jay Chataway à la musique, il y a Robert Sdar qui met des droites et qui assassine tout le monde. Enfin, c'est une petite merveille. Et oui. Si on enchaîne directement avec Maniac Cop 3, là, je dis pas que c'est une douche froide, mais il y a une petite déception quand même, parce que Maniac Cop 3, on ressuscite le personnage du Maniac Cop, via un prétexte un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, on est quand même content de le voir. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que à l'époque, du côté de la vie personnelle de William Lustig, il y a un événement assez particulier qui va impacter tout ce qui va se passer dans les années 90. C'est le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Romain, Tarantino est fan des séries B de William Lustig, et quand Tarantino écrit True Romance, la première personne à qui il va le proposer, c'est pas Tony Scott, c'est William Lustig. Et pendant très longtemps, il va être attaché à ce truc-là. Ça ne va pas se faire, et ça va donner en fait True Romance, écrit par Tarantino, mais réalisé par Tony Scott. Ça va donner le film que tout le monde connaît, qui est très réussi par ailleurs. Mais William Lustig, ça va lui mettre un coup. Et en fait, quand il va réaliser Maniac Cop 3, il sera pas totalement là. Et en fait, le film est co-réalisé avec un autre réalisateur. Le résultat fait que c'est une espèce de petit Lustig qui commence un petit peu à répéter les mêmes trucs. On retrouve aussi Robert Foster qui avait dans Vigilante. Enfin, ça commence un petit peu à se répéter. Et tant et si bien que Lustig va réclamer dans un premier temps que son nom soit retiré du générique et qu'il soit remplacé par le fameux Alan Smithy, qui était grosso modo cette espèce de solution que les réalisateurs trouvaient pour qu'un film en fait n'entache pas leur CV. En fait, ils mettaient ce nom-là. C'était communément admis que dans les années 70 et les années 80, tu avais le droit légalement de remplacer ton nom par ce nom-là, le nom d'Alan Smithy, qui est entre guillemets en fait une personne qui n'existe pas. Si jamais tu jugeais que ton film en fait t'avais échappé ou que les producteurs te l'avaient fait à l'envers, quoi. Bref, voilà, c'est à partir de ce moment-là que ça va commencer à se gâter. Je vous avoue que je n'ai aucun souvenir des deux derniers films qu'il va faire, c'est-à-dire The Expert en 1995 et Oncle Sam en 96. Mais de mémoire, de ce que j'ai pu lire en tout cas, c'est pas terrible. Je mets ma main à couper que Lily les a vus. Oui. Voilà, si je ne fais pas trop de soucis là-dessus. Moi, j'ai préféré m'arrêter à Maniac Cop 3. Mais comme tu l'as dit après, Romain, c'est quelqu'un qui va lâcher totalement la réalisation parce que un petit peu dégoûté des méthodes et de la manière dont travaillent les gens qui correspondent plus forcément avec ses méthodes à lui. À partir de 2002, il va fonder une boîte qui s'appelle donc Blue Underground, dans lequel en fait il va éditer et vendre des DVD dans un premier temps et des Blu-ray dans un second temps. Et c'est généralement cet éditeur qui sortait des trucs absolument aberrants ou complètement dingue ou des fois même franchement limite. On se disait mais ça jamais ça sort en DVD. Si ça sortait, c'était cet éditeur là, donc c'était William Lustig, et il continue encore aujourd'hui. Et en matière de cinéma pur et dur, on le retrouve uniquement à la production de certains films, notamment le remake de son classique Maniac en 2012, remake produit par des Français et réalisé par Frank Calfoun et produit aussi par Alexandre Aja, qui pour une fois est un bon remake. Voilà, on est parti sur un truc assez différent de l'original, l'original étant extrêmement poisseux, dégueulasse, très très New York, très Lustig. Là, on a un truc qui est beaucoup plus lumineux, et surtout dans le rôle principal, on n'a pas une espèce de géant adipeux dégueulasse à la Joe Spinell. On a Frodon, on a Elijah Wood, et on a un filmage qui est intégralement fait à la première personne, ce qui donne un film très différent de l'original, mais en même temps très respectueux. Et ça fait partie des rares bons remakes, à mon sens, des années 2010, qui arrivent peut-être pas au niveau de l'original, mais qui sont vraiment, vraiment pas loin, quoi. Voilà, donc je m'arrêterai là-dessus. William Lustig, c'est pas forcément un grand nom, comme peuvent l'être des Cronenberg, des Romero, des Carpenter ou des Argento, mais par contre, c'est un des meilleurs artisans de la série B des années 80. C'est quelqu'un qui est dangereusement sous-estimé, je pense, et qu'on a tendance aussi un petit peu trop à résumer à Maniac, parce que Maniac, encore une fois, c'est une déflagration. Mais quand on se penche sur ce qu'il a pu faire après, et surtout dans les années 80, il y a de très 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 belles choses. Vigilante, Maniac Cop 2, et dans une moindre mesure Hit List. Et je trouve que ces 5 films-là
même s'ils n'ont pas forcément révolutionné l'histoire du cinéma, ils ont fait les beaux jours des vidéoclubs des années 80. Pour s'en rendre compte, en fait, il y a qu'à regarder, je crois dans le Blu-ray de Vigilante, il y a un bonus qui revient sur toute cette histoire racontée par Fatih Bédiar, qui raconte un petit peu ses souvenirs de vidéoclub quand lui allait chercher ces films-là, et racontait qu'en fait, pour ce qui était des séries B de William Lustig, à partir du moment où tu avais une PLV qui montrait Maniac Cop ou Hitlist, il y avait des fois jusqu'à 1 mois d'attente avant de pouvoir récupérer la VHS, quoi. Donc voilà, j'invite vraiment encore une fois les gens à découvrir ce cinéma parce que il y a des constantes, il y a des récurrences, on retrouve des trucs qui reviennent de film en film, que ce soit la couleur violette, les courses-poursuites en bagnole, les acteurs, Jay Chataway à la musique, cette espèce de côté un petit peu sadique ou quoi. Mais je suis très content qu'en fait on aborde enfin ce réalisateur dans Jumpscare et que aujourd'hui la quasi-intégralité de ses films soit disponible en HD, voire même en 4K. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore, franchement, jetez-vous dessus. Sachant qu'ils sont plus disponibles chez Le Chat qui fume, ces films, maintenant, malheureusement. Mais ils sont très largement trouvables en DVD d'occasion sur Vinted, mais aussi en SVOD à droite à gauche. Maniac Cop est dispo chez Carlotta, dans un Blu-ray assez basique. J'aime beaucoup parce qu'en fait, en t'écoutant et en suivant tout ce que tu dis dans ton tunnel, tu remarques à quel point tout est interconnecté. Toutes les obsessions se retrouvent quelque part, tous les acteurs se retrouvent à droite à gauche, et à quel point Maniac Cop, c'est limite le Expendables du lot, quoi. Oui. Où que tu creuses, tu trouveras une connexion avec quelque chose, quoi. Et ça, je trouve ça trop marrant. Un truc que j'ai remarqué aussi récemment, que j'avais pas du tout vu les fois précédentes où j'ai vu les films, c'est qu'il fait systématiquement un petit caméo. Je crois qu'il y a uniquement dans Hitlist où c'est pas le cas, mais dans tous ces films des années 80, il y a toujours 3-4 secondes où tu vois William Lustig, quoi. C'est ça. Il est même dans Evil Dead 3, au passage. Oui, exact. Ouais. Très brièvement. À côté, on lui doit, comme tu dis... Il y a Sam Raimi ou Sam Raimi ou son frère qui font systématiquement les journalistes télé. Oui, voilà. Dans Maniac Cop. C'est vrai. C'est là où tu vois que c'est une petite famille. Mais même à côté, en effet, il a une importance capitale sur tout ce qui va être préservation de films bis et de genre. Puisque son label, c'était un des premiers à préserver des films bis italiens. Lucio Fulci, Castellari, Escape from the Bronx, Les Nouveaux Barbares et tout, c'était un des premiers à se placer dessus. Donc là-dessus, en fait, rien que pour ça, on lui doit beaucoup, en fait, sur l'existence de ces films en HD actuellement, dans un état, en fait, regardable. À côté, tu as passé cette passion de William Lustig à une de nos chroniqueuses, il y a apparemment quelques années, qui s'appelle Lily, qui a choisi le film ce soir, hein, c'est elle qui a dit on fait Maniac Cop, et qui nous a clairement annoncé qu'elle avait écrit une lettre d'amour à Maniac Cop. Ouais. Alors, pourquoi avoir choisi Maniac Cop, Lily ? Alors, parce que j'ai coutume de dire que Maniac Cop, c'est un peu le gangbang de mes rêves. Parce que y a William Lustig à la réal, Cohen au scénario, Bruce Campbell, Tom Atkins, la moustache de Tom Atkins, Marcia Carr. Marcia Carr, donc Rhonda d'Aerobic Killer qui joue un petit rôle, et il y a même donc Sam Raimi qui fait un caméo, et du coup Raimi c'est un petit peu le pervers qui observe en silence dans un coin de la pièce. Donc voilà, j'adore. Blague à part, c'est un peu l'alliance parfaite de tous mes héros. C'est les Avengers du Lilycore. C'est un peu des Expendables de la série B, effectivement, comme tu as dit, Romain. Et d'abord parce que je trouve que la réal de Lustig, elle est absolument parfaite pour donner vie à un scénario de Larry Cohen. Comme Mathieu l'avait souligné dans notre épisode sur Épouvante sur New York, je trouve aussi que Cohen, il est meilleur scénariste que metteur en scène. Il va du point A au point B en contournant les limites de budget, ce qui est tout à son honneur, mais qui peut tout de même créer des ventres mous, comme on l'a vu dans Q, où l'on sent ces contraintes techniques, alors que Lustig, il a un sens de la mise en scène qui lui permet de s'affranchir de ces contraintes. Tu lui donnes 2 voitures et une vitre en sucre, il va trouver le bon angle, coller sa caméra là où il faut pour rendre la course-poursuite épique et te faire passer un mec à travers le pare-brise de manière spectaculaire. Ce qui fait que Maniac Cop, c'est la rencontre parfaite entre 2 mercenaires de la série B. Aussi parce que Lustig, il a une patte d'auteur un tout petit peu plus sensible, même si c'est plus un technicien. Et cette patte d'auteur un petit peu plus sensible, elle va donner un tant soit peu plus de profondeur au scénario What the Fuck de Larry Cohen. Qui, au-delà du fun, veut quand même toujours dire quelque chose sur les sujets qu'il aborde. Ici, c'est la corruption,
la crainte des violences policières ou de l'inaction de la police et la vengeance face à l'injustice, qui sont des motifs récurrents chez Lustig, mais qu'il traite d'habitude sur un ton beaucoup plus sombre et plus cruel. C'est très cruel les conclusions des films de Lustig. Mais là, le scénario de Cohen, il lui insuffle sa petite dose de fun qu'il a pas d'habitude, avec ce flic psychopathe d'une force surhumaine qui revient d'entre les morts avec une lame cachée dans sa matraque. Voilà, c'est improbable, c'est très fun, effectivement, mais je trouve qu'il y a la surcouche Lustig qui va donner une dimension un peu mélancolique, notamment avec les scènes de flashback un peu brumeuses. Il y a aussi cet attachement entre Cordell et sa complice. Cordell, donc c'est le maniac cop. Et cet attachement, il le filme avec une certaine tendresse pour souligner les enjeux dramatiques, ce que n'aurait pas nécessairement fait Cohen à la réal. Du moins, pas de cette manière. Il l'aurait fait de manière beaucoup moins sensible. Et Lustig, je trouve qu'il a aussi l'intelligence d'économiser son Robert Sdar, qui, comme tu l'as dit, Romain, était un acteur avec une carrure imposante et qui a été surexploité dans la série B et Z pour son physique parce qu'il avait un profil de méchant parfait. Mais c'était pas un très bon acteur, Robert Sdar. Donc ici, on le rend mutique et assez peu mobile comme un Jason Voorhees, ce qui colle parfaitement au personnage, et Lustig y parvient bien à exploiter sa carrure, qu'il va placer comme une silhouette énorme et menaçante dans l'obscurité et ne dévoiler son visage que bien plus tard. Aussi, pour souligner la confusion avec Bruce Campbell, qui se retrouve accusé des meurtres de Cordell, et qu'il va filmer comme on a rarement filmé mon Bruce Campbell, bien qu'il exploite très très bien sa capacité à tout encaisser en matière de cascade. On a Bruce secoué à l'arrière d'un fourgon en marche, qui s'accroche à la portière ouverte du véhicule, qui court sur la corniche d'un immeuble en hauteur, mais comme beaucoup de réals, Lustig, il a compris que Campbell, c'était un menton et un regard. Alors, on sait, Bruce Campbell, il a tout le temps les yeux exorbités et un profil assez viril avec ce menton assez particulier, mais c'est des caractéristiques physiques qui servent plutôt la comédie d'habitude et dont il va user et suruser par la suite dans sa carrière. Mais là, dans la scène où la femme de Foster s'inquiète que ça soit lui le tueur, on crée un parallèle physique entre lui et le personnage de Robert Sdar, déjà parce que elle est filmée en plongée par rapport à lui, comme les victimes de Cordell, et de manière à ce que la carrure de Bruce Campbell la domine, et même s'il a des propos rassurants, il a ce regard exorbité qui d'habitude nous fait rire, mais qui là lui donne un aspect de fou dangereux, et on va braquer la lumière sur son menton pour faire ressortir cette fameuse cicatrice qu'il a dans la vraie vie, et ça pour souligner les ressemblances avec le personnage de Robert Sdar. C'est ce que je disais sur la mise en scène de Lustig qui, avec très peu de choses, arrive à te donner du sens et à apporter une petite patte d'auteur. Et je trouve que c'est dans la mise en scène de Lustig aussi qu'on met en exergue le parallèle entre Cordell et le personnage de Bruce Campbell, dans la mesure où on veut nous dire aussi que Bruce Campbell, bien qu'il n'ait rien fait d'illégal, il est un peu pourri comme les autres flics aussi quand même, parce que c'est un mec qui trompe sa femme avec une collègue qui, je trouve, au passage, est un personnage féminin pas si potiche, qui prend vraiment part à la résolution du récit, ce qui est rare dans ce type de prod, mais ça, je pense qu'on le doit plus à Cohen qu'à Lustig. Mais pour en revenir à Campbell, je trouve que c'est un de ses rôles les plus intéressants, où il est presque, c'est pas tout à fait le cas, mais il est un petit peu dans une posture d'anti-héros, et où, bien que on l'exploite pour ses points forts habituels, on en fait autre chose. On le sort du registre Devil Dead avec un rôle plus sérieux. Et le plus drôle, c'est qu'il s'en rend même pas compte. Parce qu'au moment où il accepte de tourner Maniac Cop, il accepte avant tout pour des questions d'argent. Il est dans la merde financièrement, il court le cacher. Et surtout, il vient d'être papa et il doit retourner dans le Michigan pour s'occuper de sa famille. Du coup, il prend son chèque, il dit au revoir après le tournage et il part faire agent de sécurité chez lui pour subvenir aux besoins de son fils. Donc, il le fait un peu en pilote automatique, ce film. D'autant que c'était son premier... sans les Rémy, Tappert, Spiegel, il dit que c'est son premier non-boys movie et il est du coup un peu en dehors de sa zone de confort et il n'empêche que c'est un de ses meilleurs rôles. Du coup pour moi, Maniac Cop, c'est un alignement d'étoiles parfait. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est sûr, mais ça veut pas être un chef-d'œuvre. C'est une très bonne série B, divertissante, et de ces séries B qui ont quand même une petite patte d'auteur sympathique. Parfait, 10 sur 10, ça va être très dur de passer derrière ça.
Force à Dario pour son message de tout à l'heure, au passage. Mylène, toi, là, t'entends depuis tout à l'heure des choses dithyrambiques sur Maniac Cop, sur ce que vient de dire Lily, sur ce que vient de dire Mathieu, sur tout ça. Toi, t'es beaucoup moins fan. Qu'est-ce que tu réponds à Lily? Ah, mais que moi, j'ai adoré ce slasher qui se passe dans une maison d'été avec des jeunes qui se font tuer par un flic qui a 666 sur sa main. J'ai adoré. Incroyable, le slasher nanardesque. J'ai adoré. Non, plus sérieusement. Tu dis n'importe quoi. Je vais pas parler de Psychocop. Ah, je suis désolée, c'est bon, moi, j'aurais préféré parler de ça. Non, Psychocop, attends, parce que pour la vanne... Elle a commencé à loguer Psychocop sur Letterboxd sans avoir vu Maniac Cop avant. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a branle? Il a cru que j'étais Lily, en fait. Mais je ne suis pas Lily. Mais c'est moi qui me trompe de film d'habitude. Non, j'ai essayé de vous convaincre de faire Psychocop, tu vois, parce que voilà, c'est nul aussi, mais c'est plus drôle. Non, je me suis rendu compte d'un truc avec Maniac Cop. Non, pas du tout. Non. L'épisode serait déjà fini, en fait. Oui, peut-être. Peut-être que ça aurait été plus court, mais du coup, j'aurais peut-être un peu moins... Je me serais peut-être un peu moins fait chier. Non, Maniac Cop, c'est pas la première fois que je le voyais. Mais c'est pas oui, possible. Je suis désolée, mais attends, j'ai pas que les trucs mauvais pas à dire. l'amour. Vas-y, attends, laissez-la... J'ai pas que des mauvais trucs à dire sur le film. Non, effectivement, la première fois que j'avais vu Maniac Cop, j'avais pas du tout accroché. J'avais préféré le deuxième film, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et là, je me suis dit, allez Mylène, on se met dans de bonnes conditions, tu te concentres, tu le regardes et tout. Et en fait, je me suis fait chier. Et ça m'a fait exactement le même effet que quand j'avais découvert pour la première fois Terreur sur la ligne. C'est-à-dire que dans la première partie, j'étais pleine d'entrain, j'étais à fond, je voulais suivre ce qui allait se passer, j'étais à fond sur l'enquête. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, les balades nocturnes avec très peu de meurtres et tout, ça me faisait chier. Et je trouve que ça, c'est vraiment le gros défaut que je reproche à Maniac Cop. C'est qu'à un moment donné, voir Bruce Campbell qui se balade pour faire des enquêtes, ça me saoule en fait. Moi, soit je voulais voir plus de sang, soit plus de néon, soit plus de violet, j'en sais rien, mais je suis un peu frustrée. Je dois quand même avouer qu'il s'agit du Lustig que je trouve le mieux réalisé. Il y a vraiment des images qui sont très chouettes, des choses qui fonctionnent hyper bien dans le film. Mais je dois aussi avouer que je me suis rendu compte, et c'est notamment grâce à Lily, que peut-être qu'en fait, le problème, c'est que Lustig et moi, c'est pas une histoire d'amour. Je crois qu'en fait, je suis vraiment pas réceptive au cinéma de Lustig. Et effectivement, Maniac Cop, c'est peut-être celui que je déteste le moins de tous ces films. Peut-être Psycho Killer, que j'ai trouvé pas si mal. Mais effectivement, je pense que je suis pas du tout réceptive à ce cinéma-là. Et pourtant, c'est étonnant parce que j'aime beaucoup les scénars de Larry Cohen, j'aime beaucoup les films de Larry Cohen, même quand il y a des ventres mous. Mais là, effectivement, je suis frustrée. En fait, il me manque ce que le 2 m'apporte. Je trouve que le 2, là-dessus, il est beaucoup mieux rythmé. On est plus dans l'espèce de slasher bourrin. Parce que, oui, c'est un peu un slasher quand même. C'est pas qu'un psycho-killer movie. Je suis pas totalement d'accord avec toi, Mathieu. Je trouve que l'iconisation du tueur... Non. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit que Maniac, tout court, était un psycho-killer movie. Maniac Cop, j'ai pas dit ça. Maniac Cop, effectivement, il est basé sur une rythmique de slasher, quoi. T'as un gros bœuf avec une arme blanche qui assassine des jeunes et on lui court après pendant tout le film et voilà. Oui. Enfin, si toi tu vois un slasher dans Maniac Cop et Maniac Cop 2, je peux pas aller contre ça. C'est juste Maniac. J'ai cru que c'était Maniac tout court qui là par contre est un pur psycho. Et ouais, du coup, je trouve que pour le coup, il est assez bon là-dedans dans l'iconisation de son boogeyman. Ça fonctionne très bien et surtout que c'est pas donné à tout le monde dès le premier opus de réussir à faire quand même un personnage qui est assez imposant, qui fait quand même peur, mais effectivement contrairement au deuxième qui est vachement plus bourrin, qui me donne des meurtres, qui est vraiment plus dans presque le film de monstre maudit et tout. En fait celui-là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il arrive pas à choisir entre le slasher, les promenades de nuit et l'enquête. Et finalement, à la fin, je suis vraiment frustrée par ce film parce que j'ai vachement envie de l'aimer, mais qu'en fait, je me fais chier. Clairement, je me fais chier. Par contre, il y a un truc que j'adore dans Maniac Cop, et ça, je peux pas l'enlever au film, c'est la BO. Déjà, j'ai adoré la BO. Et surtout, les moments où, du coup, ça m'a un petit peu réveillée alors que j'étais à 2 doigts de ronfler devant le film, c'est les moments de flashback que j'ai trouvé assez incroyable, très bien réalisés. Et comme l'a dit Lily, il y a une super ambiance dans ces flashbacks. Et c'est vrai que, en vrai, tu m'aurais mis 1h30 de flashback comme ça, je pense que j'aurais adoré le ride. Hein. J'ai vraiment kiffé. En fait, les flashbacks ont fait que j'ai mis la moyenne au film, tu vois. On est vraiment sur ce level-là. Mais sinon, effectivement, ça se joue à ça, désolée, putain. Lily, je me suis fait chier. Je me suis fait chier, terrible. vraiment, je suis désolée. Il y a des gens qui traversent des vitres.
ça suffit pas. Je te dis, je préfère le 2. Celui-là, je me dis juste qu'en fait, c'est un moyen métrage qui a été étiré sur 1h30 et je m'ennuie, quoi. Je me lasse. Comme beaucoup de films de Larry Cohen, faut le dire. Oui, mais là, c'est pas Larry Cohen qui réalise, justement. Oui, mais qui l'a écrit. Oui. Mais sérieusement, très sérieusement, t'as quand même préféré Maniac Cop à Psycho Cop, parce que Psycho Cop, on le rappelle, c'est une espèce de dérivé ultra cheap série Z foireuse. Tu connais la réponse, Mathieu. Oui, de Maniac Cop. Bien sûr. Et je l'ai regardé parce que du coup, ça a popé dans mon souvenir. Je me suis dit, tiens, Mylène a vu ce truc-là, je vais regarder ce que ça vaut. Et vraiment, c'est un des trucs les plus soporifiques que j'ai vu de ma vie, quoi. C'est nul. C'est un slasher scénarisé par un enfant de 14 ans et encore mais non, mais en fait, je me moquais de vous, c'est parce qu'en fait, vraiment, le 1, il m'a tellement fait un effet soporifique, comme si je m'étais pris un petit tramadol avant d'aller me coucher, que du coup, j'avais besoin d'un peu de... Tu sais, d'un petit ride, quoi. Et en fait, j'avais jamais vu Psycho Cop 1, j'avais vu que le 2, qui est déjà une merde sans nom. Il faut dire les termes, hein. C'est un rip-off de Maniac Cop qui est vraiment pas bon, et en plus, c'est pas drôle. Ça fait des blagues de beauf qui font des petits P avec leurs bras. Enfin voilà, c'est vraiment un level. C'est un slasher de bureau très mauvais. Si vous voulez voir un bon slasher de bureau, faut regarder Office Killer, là au moins c'est bon. Et du coup, j'avais pas vu le 1, donc je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans les mêmes conditions que Lily. Je l'ai vu en VHS et tout, avec le doublage français qui est immonde. Et non, c'est de la merde, mais je crois que mon cerveau, il en pouvait plus, tu vois. Enfin, vraiment, j'avais besoin d'un petit regain de vie après Maniac Cop 1. Mais par contre, j'ai vraiment kiffé le ride du 2. Moi, j'adore le 2. Franchement, le 2, je le trouve trop bien. Le 2 est super. Le 2, comme l'a dit Mathieu, c'est la version du 1 encore plus méchante, encore plus badass, et puis, il a su encore mieux être foutu. un slasher, en fait. C'est l'apogée de sa carrière, alors que le 1, il essaie d'être plus intello avec une espèce d'enquête et tout, étiré en longueur. Et je trouve que le 2, il assume plus d'être un slasher. Moi, je trouve que le 2, même sur la dimension flic pourri, voilà, il est le message, il est même mieux écrit que dans le premier. Je trouve qu'il a quand même cette dimension-là. Et ça n'empêche pas d'être hyper fun, effectivement, avec tous les potards à fond. Et parce qu'il a un côté aussi DC comique, je le trouve. Un peu à la Batman, avec cet enquêteur qui fait très enquêteur de film noir, voilà. Donc il est un peu plus fun, mais il garde son fond. Donc je trouve pas qu'il assume plus ou moins. Voilà, il est juste en termes de rythme aussi, je trouve. Tu vois, je trouve qu'il est pas comme le 1 où presque par moment t'oublies en fait qu'il va y avoir des meurtres ou quoi parce que t'es un peu plus dans l'enquête. Je trouve que le 2 joue plus cette carte-là, même si ça veut pas dire que c'est un slasher con, quoi. Enfin moi je l'aime vraiment. Le 2 a surtout des qualités visuelles que le 1 n'a pas. Le 1 est très gris quand même, malgré le côté poisseux, crasseux, humide de New York. Le 2, allez savoir pourquoi il y a une machine à fumer sur chaque plan, et un néon, et un rouge profond sur beaucoup de séquences, notamment avec un autre gros porc dans le film qui aurait dû être joué par Joe Spinell de Maniac. On aurait pu avoir le crossover Maniac et Maniac Cop, ça aurait été fou. C'est pour ça que le film, d'ailleurs, le 2 est dédié à la mémoire de Joe Spinell qui joue le Maniac dans Maniac. C'est un peu un bordel, désolé, on va pas partir là-dedans. Mais visuellement, le 2 défonce. Et il y a des cascades dans celui-là aussi qui sont spectaculaires. Il y a une scène de torche humaine qui est interminable. Ouais. Je sais pas qui était sous les flammes, mais putain, respect à lui, quoi. Ça vaut le coup de mater le 2 juste pour la performance. Ouais, c'est sûr. Amélie, de quel côté tu te ranges, toi ? Alors moi, j'ai bien aimé le ride. Désolée, Mylène. Pour moi, Maniac Cop, effectivement, c'est comme faire une ronde de nuit en buvant beaucoup de café et en conduisant dans des ruelles sombres qui sentent la pisse. Mais c'est plutôt cool, en fait. C'est mes samedis soirs. Effectivement, je préfère le 2 parce que le 2 se déroule entièrement de nuit. On est dans un New York vraiment que la nuit. Et il y a effectivement une scène de voiture complètement folle avec une journaliste qui est menottée au volant de sa bagnole et qui dévale comme ça les collines new-yorkaises sur ses talons en Kevlar. De toute évidence, mais ça marche très très bien. Et surtout dans le 2, il y a effectivement cet enquêteur qui est tout droit sorti d'un film noir avec son chapeau qui enchaîne les clopes et on sent qu'il a la gâchette facile. Et qui parfois d'ailleurs torture des suspects sur leur lit d'hôpital parce que pourquoi pas. Et en fait c'est ça qui est intéressant chez Lustig dans ses premiers films, c'est que effectivement comme vous l'avez dit, il montre toute la noirceur du New York qu'il a connu. On est vraiment entre Maniac Vigilante et les Maniac Cop sur une ville
qui est totalement corrompu à tous les égards. C'est-à-dire que les policiers sont corrompus, la hiérarchie policière est corrompue, la justice est corrompue. Il y a des tueurs en série, il y a des gangs, il y a des vigilantes qui justement se font justice eux-mêmes. En dépassant les limites de la violence. On a encore une fois le tueur en série dans Maniac Cop 2. On a même la religion corrompue dans Maniac Cop 3, voire même le système de santé américain qui est corrompu dans le dernier Maniac Cop, qui se passe dans un hôpital. Bon, il y a du vaudou, pourquoi pas, allez-y, on y va, on met tout. Mais en tout cas, du coup, dans le New York de Lustig, on ne peut faire confiance à personne. Il n'y a aucune zone safe. Tout le monde est potentiellement dangereux dans ce New York des bas-fonds, et c'est intéressant aussi de voir ça, c'est que on filme des ruelles, on filme des épiceries de nuit, on filme des clubs de striptease, des allées où il y a les prostituées. C'est un New York qui est très très loin d'un New York gentrifié et clinquant qu'on peut voir dans d'autres formes de cinéma, en tout cas dans d'autres films. Ici, on est vraiment dans des ruelles qui sont inidentifiables, effectivement, où il y a toujours de la brume et des tas de papier dégueulasse qui vole au gré du vent, et des épiceries dans lesquelles il y a un braquage, je sais pas, toutes les nuits apparemment, enfin bref. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette ambiance de New York. Il faut se rappeler que New York dans les années 80, c'est une ville extrêmement dangereuse à plusieurs niveaux, et que en fait, suite à la politique de Reagan, les inégalités se sont fortement creusées aux États-Unis, avec notamment un appauvrissement de certaines populations, et New York n'est pas encore gentrifié. Même si on est avec les années 70-80, dans les débuts de la folie de Trump, qui, en tant que mania de l'immobilier, rachète à peu près tout ce qui passe. Et du coup, effectivement, on va dire, cet écart de richesse qui se creuse, il se voit particulièrement dans le cinéma de Lustig, qui va filmer comme ça les zones sur lesquelles on n'a pas envie de poser le regard dans New York, c'est-à-dire donc les marginaux, les abandonnés de cette grande ville. Pour moi, il y a un truc même très bizarrement, la dernière pièce de ce puzzle hyper nihiliste. Très bizarrement, pour moi, ce serait American Psycho, le roman, qui sort en 1991 et qui est la dernière pièce de ce genre d'édifice du New York du bad, en montrant ici, au contraire, un mania de la finance extrêmement riche et extrêmement bourgeois, mais qui lui aussi est un tueur psychopathe. Comme si, en fait, personne n'était épargné si on reconstituait l'intégralité du puzzle. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette ronde de nuit dans les rues de New York, avec effectivement ce méchant qui incarne une sorte de... Ah oui, parce que on voit la prison aussi. Il va à Sing Sing, où il se fait maltraiter par parce que on n'a pas vraiment donné le pitch du film, mais le Maniac Cop était un très bon policier. À cause de la corruption de la police, il a été injustement accusé. Il a été envoyé en prison, effectivement, avec tous les délinquants qu'il a arrêtés, qui l'ont du coup balafré et laissé pour mort. Et ce côté balafré dans le premier film, en fait, c'est pour ça aussi qu'on voit pas trop le flic, parce que ce maquillage dans le premier, je suis désolée, mais il marche pas, il est super cheap. Heureusement qu'on le montre dans le noir, ce flic zombie presque, parce que vraiment, dans le premier, en plus, c'est jamais le même maquillage. Tu sens qu'ils ont dû faire ça un peu genre pout-pout, allez, on te fait des balafres et puis on n'y verra rien. De toute façon, on a mis de la fumée. Alors que dans le 2 et le 3, vu qu'il ressuscite et qu'il ressuscite encore, dans le 3, il a vraiment une tête de monstre zombie, de slasher pour le coup. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, même si dans le 3, on a vraiment un truc à la Frankenstein, fiancée de Frankenstein. En fait, il y a une flic qui, elle aussi, est un peu border, qui se retrouve à l'hôpital parce qu'elle est manipulée. Ah oui, parce qu'on a aussi les journalistes. Quand je dis qu'on voit cette Amérique de marginaux et de délaissés, on a ces chasseurs d'images pour la télé qui viennent filmer les crimes la nuit dans New York. Aidez-moi, il y a un terme spécifique pour ça. Il y a un film avec... Night Call ? Oui, Night avec... Call. Avec Jake Gyllenhaal. Avec Jake Gyllenhaal, ouais, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment des journalistes, c'est des sortes de freelance qui écoutent les stations de radio de la police pour entendre quand il y a un crime qui se passe, et qui vont avec des caméras pour essayer ensuite de revendre des images chocs aux chaînes de télévision. Et donc, dans tout ce panorama de toutes les
les déviances et les crimes possibles de New York. On a aussi ces personnages-là qui sont deux chasseurs d'images choc, vraiment des sales, vraiment dégueulasses, qui manipulent les images pour faire incriminer la flic. Enfin, en tout cas, on a comme ça un portrait de New York qui est extrêmement badant, mais qui est rendu très, très esthétique, d'une manière que Ty West aurait rêvé de faire. Ah oui. Avec un peu moins de succès, et je vais finir là-dessus. Moi, je trouve qu'en fait, c'est pas déconnant que, au final, la carrière de Lustig se soit considérablement freinée à partir du milieu des années 90, parce que, en vrai, si on regarde ce qui s'est passé à New York à ce moment-là, c'est le moment où Rudolph Giuliani arrive en tant que maire de New York et commence à faire cette espèce de grand nettoyage, ce qu'il appelait en fait la tolérance zéro, pour en fait virer tous les graffitis, tous les clodos, toutes les putes, les camés, les fous, les machins, et pour laver entre guillemets toute la ville de ce qui terrorisait en fait les New-Yorkais dans les années 80 quoi. Et ce moment-là en fait c'est 1994 et c'est le moment en fait où la carrière de Lustig commence à se péter un peu la gueule quoi. Et j'aurais été curieux de voir ce qui serait devenu de sa carrière. Quel thème en fait il aurait choisi, qu'est-ce qu'il aurait pu raconter comme histoire si le truc avec True Romance s'était un petit peu mieux passé et lui avait permis de faire sa place à Hollywood. Et voilà, j'aurais été un petit peu curieux de savoir ce qui serait passé après. Est-ce que ça aurait fait un petit peu comme Abel Ferrara, qui est aussi un des autres grands cinéastes new-yorkais à parler des bas-fonds, parce que très clairement, à titre personnel, Abel Ferrara, moi après Bad Lieutenant, ça m'intéresse pas. Ou est-ce que ça aurait été comme Frankenheimer, c'est-à-dire un cinéaste profondément new-yorkais mais qui a fait quelques petits météores comme ça, très bis, très très crasseux, qui sentent vraiment l'urine new-yorkaise, et après pouf, plus rien, tu vois. Donc je sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas je trouve ça assez curieux quoi. Enel Noter, c'est parce qu'il trouve plus de financement. Il y a ça. Aussi, mais ouais. Parce qu'il a Enel Noter, malgré ça, il arrive à nous parler des bas-fonds, parce que Sex Addict, c'est 2004, si je dis pas de bêtises. 2008. 2008, encore plus récent, ouais, pardon. On l'a refait. Ah ben, je me souviens plus ce que j'ai dit. Sex Addict, c'est 2008. Parce que Sex Addict, c'est 2008. Parce que Sex Addict, c'est 2008. C'est très mal joué. Tout ça pour cette superbe phrase. Merci beaucoup Lily. Je conclurai de mon côté avec des excuses. Parce que la semaine dernière, j'ai été un peu méchant avec Maniac Cop en disant que c'était un gros film de merde. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et j'ai pleuré. Et t'as pleuré, et alors... Il y a que les cons qui changent pas d'avis, je vais donc pas être con aujourd'hui et changer d'avis. J'y suis allé, je l'ai retrouvé en DVD, je me suis lancé, et en fait, minute 10, je me suis dit, putain merde, c'est bien en fait. Le classique, où je m'en suis voulu d'avoir juste trash-talké le film gratuitement il y a une semaine, alors que le roman du futur de 3 jours après est en mode, mais c'est une folie en fait, Maniac Cop. Moi, j'étais contente, je pensais que t'allais me soutenir. Je suis déçue, là, je suis déçue. Bah non, Moi, mais je sèche mes larmes. revoir le film. Je me suis lancé ensuite de Maniac Cop 2 et j'ai passé ma meilleure soirée. Et en fait, mes excuses aux auditeurs de la semaine dernière qui ont serré les poings quand ils m'ont entendu être un gros connard avec Maniac Cop, alors qu'en fait, c'est excellent. Voilà, c'est mes excuses officielles. Je les accepte. Un mec... Merci beaucoup. D'ailleurs, quelqu'un qui va devoir se faire excuser, c'est Dario. Dario, en fait, il devait être là ce soir, mais comme on l'a dit, il a eu une opération, on devait enregistrer plus tôt, il pouvait pas, je pouvais pas, enfin c'était un peu compliqué. Dario nous a tous surpris quand il a dit ce qu'il pensait du film dans le groupe, en disant juste c'est naze Maniac Cop. Et donc il a quand même tenu à envoyer un petit message audio qu'on va diffuser juste après. Pour les fans, ça va bien se passer, ce n'est que 5 minutes. Il est calme, hein, il a fait bien pire, je vous rassure. Mais accrochez-vous quand même, c'est du Dario, du comme on l'aime. Entier, sûr de lui, trop sûr de lui, mais voilà, c'est Dario. Hello tout le monde, hello la team Jumpscare. Alors si vous écoutez cette bande, c'est que je suis mort. Non, évidemment je rigole. C'est que tout comme Matt Cordell, on a essayé de me faire taire, et donc Romain a décidé d'enregistrer l'épisode sur Maniac Cop le jour où je me fais opérer des dents de sagesse. Alors pourquoi je dis me faire taire? Alors c'est tout simplement parce que de ce que j'ai vu, je suis un peu un des seuls, avec Mylène je crois, à pas trop avoir aimé le film. Pour changer, me direz-vous. Donc voilà, on essaie de me faire taire pour pas que je dise que j'aime pas le film, pour qu'on ait une émission où on encense le film, n'est-ce pas Romain? Après en vrai j'ai pas de temps à dire sur le film, donc c'est pas très grave si je suis absent.
Mais bon, comme vous le savez, c'est un podcast qui parle de cinéma, donc pas de politique, donc je vois pas du tout pourquoi je mentionnerais le fait qu'un policier qui tue des innocents dans la rue habillé en policier, c'est intéressant et c'est un move avec des grosses couilles, surtout dans les années 80 aux États-Unis. Bref, tout ça pour dire que ce que j'aurais à reprocher au film, en fait, c'est surtout son côté un peu lancinant, cette espèce de mélange de genre entre le film d'horreur et un petit peu le film policier, quoi, parce que en fait on passe quand même la majeure partie du film à essayer de savoir qui tue, pourquoi, pour quelle raison, on veut démanteler un espèce de complot autour de ça. Sauf que du coup, dans les faits, ça marche pas vraiment, je trouve. Je trouve que voilà, on perd beaucoup de temps à essayer de trouver pourquoi, de démanteler un réseau, machin, même si, encore une fois, je comprends que ce soit le fond du film. Le film a envie de parler de ça. Au final, c'est pas ce qu'on retient du film. En fait, on retient juste ce fameux Matt Cordell et puis forcément Bruce Campbell parce qu'il est flamboyant dans n'importe quel film. Ce que j'essaye de dire, je pense au fond de moi, c'est que le film, il essaye de se la jouer un petit peu film de Sidney Lumet. Voilà, ce côté un peu polar, haletant. Alors qu'en fait, c'est un film avec un zombie qui tue des gens, quoi. Je pense que la plupart des gens qui viennent voir le film, c'est surtout pour voir un zombie qui tue des gens. Il a été fait pour ça, c'est quand même plus un film d'exploitation. Et pour moi, du coup, ça marche absolument pas, en fait, que le ratio film de zombies contre film à grande échelle politique à la Sidney Lumet, il soit totalement déséquilibré, puisqu'on passe, comme j'ai dit, vraiment la majeure partie du film à être un peu en mode enquête, etc. Alors que ce qu'on veut voir, c'est quand même juste Matt Cordell qui tue des gens, quoi. Et le film aurait eu le même message si s'il avait été plus dans l'action, un petit peu plus dans le côté fun du film où on tue des gens, on voit un espèce de zombie qui tue des innocents dans la rue avec des morts un peu créatives. Le film aurait eu le même propos que ce qu'il a actuellement, en fait. Et juste, ça aurait été moins chiant à regarder, quoi. Je sais que le 2 est supposément plus fun, plus décomplexé, j'imagine. Mais moi, je décide de juger Maniac Cop 1 comme Maniac Cop et pas comme Maniac Cop première partie d'une trilogie. Et donc, en fait, cette première partie de trilogie, c'est quand même vachement insipide, selon moi. Le film ne tente pas grand-chose avec sa partie un peu surnaturelle, un peu série B. Se prend beaucoup trop au sérieux avec cette partie pas complotiste, mais cette partie polar, en fait. Et je l'ai pas mentionné, mais c'est quand même putain de chiant. Le film dure 1h20, et je comprends pas comment un film d'1h20 puisse être rythmé comme ça, puisque on s'emmerde quand même pas mal. Il y a aucune course-poursuite qui est vraiment haletante. Par exemple, je prends l'exemple de la scène de fin où Bruce Campbell et le Maniac Cop sont dans une espèce de wagon et qui va traverser un bâtiment pour finir dans l'eau. Bah putain, je me fais chier, quoi, alors qu'il y a de l'enjeu, il y a de l'action, il se passe des choses, il y a des trucs qui sont pétés, ça fait boum, mais je sais pas pourquoi, je suis en dehors de mon corps à ce moment-là, je me fais chier, vraiment. Et ça a été le cas pendant tout le film, et c'est du coup quand même le plus gros reproche que j'ai à faire au film. Donc voilà, Maniac Cop, c'est un film frustrant, c'est un film plutôt insipide dans lequel je ne m'investis pas, je ne peux pas dire que j'aime ce film, je suis navré pour ceux qui adorent ce film. Lily, je te regarde même si je suis tout seul dans ma chambre en train de m'enregistrer. Désolé. En tout cas, je compte sur toi, Mylène, pour défendre le fait de pas aimer ce film, parce que c'est pas parce que c'est un film culte qu'il est irréprochable. Donc vas-y, Mylène, STP, fais-moi honneur. Sur ce, la prochaine fois qu'on se voit, j'aurai 3 dents en moins. Là, en fait, le moment où j'enregistre ce petit interlude, je me fais opérer dans 1 heure, en espérant que tout se passe bien. Normalement, je ne choperai pas d'infection. Des bisous à tous, et puis à la prochaine. Voilà, c'était Dario. Donc, au moment où on enregistre, on n'a pas tous écouté ce qu'il a dit, donc on peut juste le trash talker en disant que c'est catastrophique. Ouais. Le respect est mort. je me suis fait une mission de lui faire voir Maniac Cop 2, qui est quand même plus accessible, même pour quelqu'un qui est pas trop sensible à l'exploitation, etc., parce que c'est quand même kiffant. Mais voilà. Moi, voilà, je suis converti. Je rejoins le Lilyverse, les bras grands ouverts, je lui fais un câlin. Aucun J'abandonne soutien. le Milanverse. Bienvenue dans la Psychocop. On aurait dû faire Psychocop, voilà, j'ai aucun soutien. Je suis déçue. Rien t'empêche de le faire sur ta chaîne, hein. Non, je respecte trop ma chaîne pour ça.
C'est une très bonne idée, ça. Tu as un espace d'expression dédié. Hein. Jumpscare n'est pas une poubelle pour tous tes slashers. Maniac Cop, on le redit, est disponible chez Carlotta en DVD Blu-ray, très facilement trouvable à un prix très accessible. La suite est dispo en SVOD très facilement aussi, n'hésitez pas. Les autres William Lustig, on a beaucoup parlé de Maniac, c'est le William Lustig à regarder à côté, je pense, si on doit en conseiller qu'un autre en dehors de Maniac Cop. Il y a Vigilante qui est sorti il y a 1 an ou 2, je crois, chez Le Chat qui fume, dans une très très belle édition. Et encore une fois, c'est pas forcément qui est épuisé, mais après je pense que si vous farfouillez un petit peu dans les bacs, les magasins d'occasion ou quoi, il y a peut-être moyen avec un peu de chance de mettre la main dessus. Mais c'est pas forcément le Lustig qu'on cite en premier parce que effectivement Maniac et Maniac Cop, mais je trouve qu'il démérite vraiment pas du tout. Et encore une fois, c'est peut-être le meilleur score de Jay Chataway. En tout cas, Maniac, vous le trouvez sur Vinted à 4€, 3€, 5€, ça va. Vous pouvez le trouver. Pareil pour les Maniac Cop, là j'ai Maniac Cop 2 en DVD pour 1,25€. Faites-vous plaisir, je pense que c'est 1,25€ très bien investi. Donc voilà, foncez. On va se quitter, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine avec de l'horreur néerlandaise. Hérésie de Didier Konings, un épisode qui se fera en présence du réalisateur. C'est une actualité, ça change radicalement de ce qu'on a fait ces 2 derniers épisodes. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Blue Sky et Instagram. Et puis on se dit à vendredi prochain. Des bisous. Salut. Bisous. Bonsoir.